Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission Africa Europa, nous allons débattre du soutien et de l'observation électorale financée par l'Union européenne en Afrique. Alors, j'anime cette émission avec Jean Boolé. Jean, bonjour. Bonjour, Mona. Et sur le plateau avec nous, Monsieur Fabio Bargacci, bonjour. Et Monsieur Charles Goerens, bonjour. Bonjour. Et alors, en duplex, Patrick Dungoudi, bonjour. Bonjour. Et Monica Frassoni, bonjour. Comme je vous l'annonçais, nous allons débattre du soutien électoral de l'Union européenne en Afrique. Je voudrais vous demander, Monsieur Fabio Bargacci, vous pouvez en quelques mots nous expliquer ce que EKES? Tout à fait. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. EKES, le Centre européen d'appui électoral, c'est une fondation sans but lucratif des droits belges qui a été établie en 2010 à mon initiative, l'initiative de feu Abbé Apollinaire Malou Malou, qui était l'ancien président de la commission électorale de la RDC et aussi le président du réseau des différentes commissions électorales de l'Afrique australe. L'initiative a été prise avec des autres practitioners européennes et africaines, dont Monica Frassoni, notre présidente qui est ici présente avec nous aujourd'hui, pour pouvoir offrir à l'Union européenne et aux pays membres de l'Union européenne un moyen d'implémentation, de mise en œuvre des projets d'assistance électorale aux différents partis prenants électoraux qui se diffèrent des moyens de mise en œuvre traditionnels à travers les organisations internationales comme le programme des Nations Unies pour le développement ou comme des organisations multigouvernementales, à savoir l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale basé en Suède. Donc EKES, depuis 2010, a eu la possibilité déjà de pouvoir appuyer plus de 50 pays, surtout en Afrique, Moyen-Orient, en se basant surtout sur une approche que nous on appelle approche européenne d'appui électoral et qui vise surtout à la prévention, mitigation et gestion des conflits électoraux et de la violence électorale à travers des méthodologies spécifiques comme la médiation pour les processus électoraux. Comment vous procédez pour choisir le pays à assister? Est-ce la demande de ces pays ou vous faites d'abord des études pour pouvoir savoir où il n'y a plus de problème? Merci beaucoup, Jean. Ça, c'est une question très pertinente. Et en effet, c'est extrêmement important de dire que d'abord, l'Union européenne et les pays membres de l'Union européenne sont les bailleurs et partenaires les plus importants, surtout en Afrique et au Moyen-Orient, en ce qui concerne les processus électoraux et les processus de démocratisation en général. Dans ce contexte, il y a bien entendu des discussions, des coopérations entre les pays partenaires en question et l'Union européenne sur les priorités à donner dans les différentes années à la coopération entre ce pays et l'Union européenne et ses pays membres. Et dans ce contexte, il y a des enveloppes spécifiques qui sont dédiées à l'assistance électorale et nous, on manifeste bien entendu notre intérêt soit aux pays spécifiques, soit à l'Union européenne et ses pays membres, et on indique notre volonté de pouvoir appuyer et être considéré pour un financement, en sachant que nos bailleurs, comme je disais, c'est l'Union européenne, et après les pays membres comme l'Allemagne, l'Italie, la France, le Luxembourg, l'Irlande, Danemark et France, que j'ai déjà mentionné. Et donc c'est extrêmement important de souligner que c'est les pays en question qui font une demande d'assistance électorale auprès de l'Union européenne et des pays membres de l'Union européenne. Donc nous, on manifeste notre intérêt et après, c'est au service de l'Union européenne ou des pays membres de l'Union européenne de sélectionner les partenaires pour la mise en œuvre, qui peut être les centres européens d'appui électoral, mais aussi, comme je disais, les PNUD, IDEA et des autres organisations qui sont spécialisées dans l'assistance électorale. Merci. 2020 et 2021 ont été des années difficiles pour la démocratie et les droits de l'homme
dans le monde entier. Donc les données montrent que pour la première fois depuis 2001, la majorité des gouvernements des pays du monde sont des autocraties et que l'expérience des citoyens en matière de démocratie est revenue au niveau des années 1990. Alors Charles Goerens, en tant que député européen travaillant sur cette matière, la matière des droits de l'homme et la paix, que pensez-vous de la contribution de l'Union européenne à la promotion des droits de l'homme par les biais des élections en Afrique et notamment des activités d'assistance électorale comme le présente si bien Fabio Bargacci? Très bien. Point n'est besoin de souligner l'importance des processus électoraux et de leur supervision. Il faut qu'un processus électoral soit frappé du sceau de la véracité. Il faut que les citoyens aient confiance dans le système qui sélectionne donc ceux qui vont les diriger. L'Union européenne, de ce point de vue, a une posture à la fois déterminée et humble. Humble parce qu'à l'intérieur de nos frontières même, nous avons, l'Union européenne bien entendu, nous avons des démocraties qui vacillent, qui sont dans une sorte de transition vers la démocrature. Hein. C'est le cas en Hongrie, c'est le cas en Pologne. Donc j'aurais tendance à dire, avant d'aller ailleurs, balayons d'abord devant notre porte. Je crois qu'on ne peut pas faire l'un après l'autre, il faut faire les deux à la fois. Donc nous sommes tous logés à la même enseigne. Pas de leçons à donner aux autres, mais essayons de partager les formules, les pratiques qui ont fonctionné chez nous avec ceux qui veulent partager cette expérience. Donc de ce point de vue, nous avons un instrument à offrir. Nous pouvons ajouter à la fiabilité, sans doute déjà existante, des processus qui se mettent en route. Ceci dit, nous avons aussi un travail d'apprentissage à faire. Le peu de choses que je sais de l'Afrique, et plus je me plonge dans l'étude des phénomènes qui sévissent sur ce continent, plus je découvre que j'ai des lacunes dans mon savoir. Mais le peu de choses que je sais m'apprennent que la démocratie en Afrique, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'en Europe. La démocratie en Afrique était plutôt consensuelle. Donc, vous m'interrogez sur ce qu'on peut faire. Moi, je crois qu'en tant que Parlement européen, on est très proche de la démocratie européenne. Parce que ce Parlement, ce n'est pas un Parlement comme les autres. C'est un Parlement où on s'écoute l'un et l'autre. C'est un Parlement où il n'y a pas de majorité et d'opposition. C'est un Parlement où les majorités se recherchent en permanence. Et je crois que c'est sans doute la formule, d'ailleurs c'est ce que je ressens dans l'entretien avec les Africains. Nous aussi, nous ne sommes pas intéressés à avoir des oppositions stériles, on veut avancer. On veut avancer non pas en poussant les extrêmes, mais en faisant des compromis. C'est notre tradition, c'est la palabre. Et au Parlement européen, c'est, parmi tous les parlements que vous pouvez citer, c'est sans doute la formule qui sied le plus à nos partenaires africains. Donc je crois que là, nous avons un terrain d'entente, une lecture commune de la situation et aussi des réflexes très similaires. Merci. Mais est-ce qu'il vous est arrivé de prendre des sanctions contre certains États en Afrique après les élections? Parce que votre position, je vous sens un peu frileux, un peu réticent. Écoutez, moi je participe très peu aux opérations électorales, mais je sais d'après ce que me racontent mes collègues comment ça se passe. Hein. On va sur le terrain, on essaie d'abord de voir si le processus préélectoral est un processus digne de ce nom, c'est-à-dire est-ce que les partis en présence avaient le droit à l'antenne, est-ce qu'il y a une certaine équité dans la façon de faire passer son point de vue. Donc là, on peut déjà porter un jugement. Et puis, il y a le jour de l'opération et il y a l'opération post-électorale. Alors, je crois qu'il faut voir tout ça comme une unité. Donc, c'est un processus où on accompagne notre partenaire dans cette opération. Et à la fin du compte, on doit faire un jugement. Et on dit c'était fiable, c'était pas fiable. Hein. Il n'y a pas très grande nuance entre les deux, parce qu'aucun système électoral n'est parfait. Il n'y a aucune élection de par le monde qui
peut dire qu'il n'y a pas eu une anomalie. L'essentiel, c'est d'avoir le sens des proportions et de voir si on chemine vers la démocratie, si la voie est ascendante. Et c'est ça finalement qui nous permet de nous exprimer positivement sur un processus électoral. Merci. Monica Frassoni, vous en tant que présidente d'ECHE, c'est au vu de votre parcours au sein de l'Union européenne. L'Union européenne a des priorités à long terme et à court terme en ce qui concerne les missions d'observation électorale et le soutien électoral. Pouvez-vous nous en dire plus sur le mécanisme des sélections des pays prioritaires pour 2022 et 2023, les informations que vous avez en votre possession? Bon, premièrement, bonjour à tous et à toutes. Je voulais, vu que vous êtes en train de transmettre cette intéressante émission du Parlement à l'ancien président au président du Parlement européen qui vient de décéder cette nuit, qui a été une présence extrêmement forte des soutiens justement pour les rôles du Parlement européen, pour la démocratie et pour les droits de la personne. Et donc, je m'en devais justement de faire cette petite préalable parce que je pense que les parlements européens est toujours ultra motivé à faire en sorte de ne pas simplement être un observateur, mais de donner une contribution active et de soutenir les institutions de l'Union européenne dans les actions d'observation, mais aussi d'appui. Pour ce qui est de mon expérience, je dirais que l'observation est vraiment importante, est vraiment cruciale, mais c'est avec les activités d'assistance électorale qu'on peut donner un suivi et disons ainsi, sens à ce que nous observons. Et donc, tout ça me fait dire que la priorité de l'Union européenne dans les choix des pays et donc dans la demande qui est faite à des organisations comme la nôtre de soutenir l'Union européenne, parce que nous, on est nés pour soutenir l'Union européenne, est quelque chose qui dépend de la volonté de l'État bénéficiaire. C'est surtout à travers une demande, comme ça a été déjà dit, que l'Union européenne s'active, mais aussi une volonté de maintenir un débat politique qui puisse avoir un résultat concret et mesurable sur le plan de la gouvernance économique. Quand nous sommes dans les différents pays, nous sommes demandés d'avoir des résultats, on est contrôlé et d'ailleurs, il y a un lien qui est fait de façon directe entre la mission différente d'observation électorale et les recommandations qui sont faites par ces différentes missions d'observation et c'est que les programmes d'assistance font. Donc, le choix des différents pays pour répondre à vos questions ont un lien avec tout ça, avec la possibilité d'avoir effectivement une governance efficace, de la possibilité de bouger dans les différents pays, parce que c'est clair que s'il y a une situation de grave conflit, même si notre organisation est particulièrement experte dans la gestion des conflits électoraux, c'est clair que la possibilité de conduire notre travail est moins forte. Mais je voudrais vraiment insister sur les liens qui existent entre la force de l'assistance électorale que nous faisons comme opérationnelle, nous ne sommes pas politiques dans ces cas, on suit les lignes directrices de l'Union européenne et le fait que l'assistance électorale que nous faisons est visiblement en aide, mais qui ne remplace pas la responsabilité des différents pays bénéficiaires. Et donc, je pense que sur le choix spécifique pour 2021-2022, je ne suis peut-être pas la personne la plus adéquate à répondre, mais c'est un peu ce qu'il y avait aussi dans les années passées, des pays qui sont ou bien en transition, mais qui ont une réelle possibilité de conduire des élections qui vont dans l'élection. Je voudrais juste très rapidement, Madame, faire l'exemple du Nigeria, où évidemment c'est un grand pays, c'est un pays
difficile, c'est un pays extrêmement challenging, mais et où évidemment notre mission a été, parce que c'est un projet qui continue seulement une partie du grand travail électoral qui est fait, mais où nous avons pu vraiment mesurer avec les rapports que nous avons construits avec l'Union européenne, avec les institutions nigériennes, que notre apport en termes de training, en termes d'adéquation de l'offre, en termes de techniques, a été fortement apprécié et utile. Et je pense que quand on travaille avec l'Union européenne dans ce type de domaine, le fait de faire des choses utiles est absolument crucial. Mais j'ai une question. Bon, ici, je sens qu'il y a beaucoup de réticences, même si vous apportez cette assistance électorale, mais lorsqu'il y a des cas avérés de violation des droits de l'homme ou de fraude, est-ce que vous gardez la neutralité ou vous prenez position? Alors là, je vais parler autant qu'ancienne observatrice électorale, parce qu'évidemment, je ne peux pas parler autant qu'ECES, parce que ECES, donc l'organisation que je préside, c'est une organisation qui est censée faire de l'assistance électorale directement avec les bénéficiaires. C'est clair que dans nos relations avec l'Union européenne, nous faisons régulièrement des rapports et nous parlons directement avec l'Union européenne. Mais ce n'est pas au domaine de l'assistance de donner des jugements. Par contre, quand il y a des missions d'observation électorale, l'Union européenne, enfin, pas l'Union européenne, la mission, parce qu'il faut dire que la mission électorale est quelque chose de complètement séparé. Et donc, la mission électorale est quelque chose d'autonome et indépendante. Moi, j'étais chef de mission 2 fois dans 2 pays qui n'était pas évidemment ultra compliqué en ce moment-là, mais quand il y avait des problèmes, on les disait de façon claire. Et dans l'histoire, par exemple, je pense par exemple à la mission en Éthiopie il y a quelques années, enfin il y a plusieurs années, il y a eu dans Mauritanie, enfin il y a eu toute une série d'exemples dans lesquels l'Union européenne a clairement dit, enfin l'Union européenne, la mission a clairement dit qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas, et que donc il y avait des questions ouvertes. Il me semble aussi que Fabio et moi, mais aussi à Zanzibar ou dans d'autres occasions, il y a eu effectivement des moments où les missions d'observation ont clairement dit qu'il y avait des problèmes. En même temps, il faut être très, très, très attentionné. Moi, j'étais chef de mission au Venezuela, dans un moment où Chavez a été élu en 2006, et il y avait une énorme pression de la part des forces politiques dans ces pays, enfin, surtout d'opposition, de faire en sorte que la mission dise qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc, évidemment, aussi au Parlement européen, il y avait des forces politiques qui étaient très opposées. Et donc, il faut être très attentif à maintenir un élément de sériété et aussi de neutralité sans être indifférent, parce que les deux choses sont très, très, très différentes. Et quand on est là comme député européen, chef de mission, on n'est pas là comme représentant de ta famille politique. Mais ça, je voudrais vraiment insister, c'est différent que le travail d'assistance que nous faisons un peu partout en Afrique, où il y a un rapport direct avec les institutions et avec l'Union européenne, et c'est à l'Union européenne et pas à ceux qui font, disons, les travails, de dénoncer ou de commencer un dialogue politique avec les autorités des différents pays pour éventuellement résoudre et faire face à ce type de discussions. Merci. J'espère d'avoir été claire. Oui, merci beaucoup. Merci, madame. Patrick, vous êtes le dernier à intervenir. Vous avez un peu suivi les questions, les réponses. Quelles sont les observations que vous voulez émettre et les questions que vous souhaitez poser? Merci, Mona. Malheureusement, je n'ai rien entendu aux réponses de madame Frassoni. C'est dommage. Je ne sais pas si elle en a parlé, mais j'avais une question pour monsieur Barghiassi. Bon, plusieurs questions même. Premièrement, vous avez dit que ECES est une mission d'assistance électorale.
Mais quand on sait que l'Union européenne envoie aussi des missions électorales, je voudrais savoir si au sein des caisses, vous avez également des missions électorales, bien comment vous travaillez avec les missions de l'Union européenne. La deuxième question, c'est quel est le budget global des caisses? Et la troisième question, quel est le budget global général d'une mission d'assistance dans un pays en Afrique pour les élections? Et la toute dernière question, c'est de savoir quels sont les problèmes récurrents que vous voyez en tant que mission d'assistance et comment dire, c'est pas à vous d'améliorer, mais comment améliorer ces problèmes, tant à votre niveau qu'au niveau des pays partenaires. Merci beaucoup. Des questions extrêmement importantes dont je vais essayer de vous répondre en disant d'abord que ECES est une fondation indépendante, neutrale et apartitique. Et dans ce contexte, on donne un appui, donc un soutien aux différents pays qui les demandent, financés par l'Union européenne, les pays membres de l'Union européenne. Dans ce contexte, ECES ne déploie pas des missions d'observation électorale, mais oui, on donne de l'appui très important à des missions d'observation électorale des acteurs de la société civile locale, donc d'observation domestique, pour pouvoir mener leur observation dans les différents pays à côté des missions d'observation électorale internationale, dont celle de l'Union européenne, qui est complètement distincte de ce que le travail d'assistance électorale fait aussi par ECES et par les autres organisations que j'ai évoquées auparavant. Donc c'est extrêmement important de souligner que les missions d'observation électorale de l'Union européenne sont les compléments politiques de l'assistance électorale, en sachant que dans un contexte d'un cycle électoral qui en général ça dure 5 ans, des projets d'assistance électorale comme celle évoquée par Mme Frassoni au Nigeria, que nous on a mis en œuvre, peut durer aussi 5 ans. En Jordanie, on a mis en œuvre un projet de 4 ans. En Éthiopie, on est en train de mettre en œuvre un projet de 3 ans, seulement pour souligner que la temporalité et l'extension temporelle d'un projet d'assistance électorale est beaucoup plus importante, beaucoup plus longue par rapport à la durée d'une mission d'observation électorale qui peut être de 4-5 mois à la fin du processus. Nous, on arrive beaucoup plus en amont et souvent, on travaille aussi dans des autres domaines qui ne sont pas stricto sensu liés à l'organisation des élections par une commission électorale ou un ministère de l'Intérieur, selon les différentes organisations des pays pour organiser leurs propres élections. Donc on travaille aussi dans des contextes d'appui à des parlements, aux médias, à la société civile pour l'éducation citoyenne électorale. Donc dans ce contexte, je répète, ECES ne déploie pas des missions d'observation électorale par nous-mêmes et surtout, on ne fait pas, bien entendu, des déclarations politiques parce qu'on est apolitique et donc notre ligne, c'est la ligne de l'Union européenne. On est là pour faciliter la coopération électorale entre l'Union européenne et ses États membres et aussi les pays bénéficiaires ou partenaires qui ont fait demande de cette assistance auprès de l'Union européenne. Les liens que nous on a avec les missions d'observation électorale de l'Union européenne, il est très clair parce que c'est de notre mandat qu'on s'est donné quand on a voulu s'établir, de aussi faciliter les dialogues entre l'Union européenne, les missions de l'observation de l'Union européenne, qui, comme Mme Frassoni a dit, elles sont indépendantes, oui, mais le chef de cette mission d'observation électorale est toujours un parlementaire européen. Et donc, nous, on essaie de faire les liens entre la mission, les délégations de l'Union européenne sur place, les services de l'Union européenne ici à Bruxelles et notre projet d'assistance électorale pour pouvoir faciliter la mise en œuvre des recommandations des différentes missions d'observation électorale qui touchent de A à Z tout le processus électoral, donc du contexte juridique, du contexte opérationnel et surtout du climat politique aux alentours de ces élections. Donc, bien entendu,
les missions d'observation électorale de l'Union européenne font des recommandations qui, surtout, sont traduites en projet d'assistance électorale mis en œuvre par différents partenaires, mais sont des recommandations. Et donc, c'est important dans le contexte du dialogue politique et surtout dans le contexte, M. Goren indiqué, qu'il n'y a pas d'imposition, bien entendu, sur ces recommandations. Il n'y a pas des élections qui sont parfaites et que tout doit s'inscrire dans un contexte d'un dialogue politique entre l'Union européenne et les pays bénéficiaires en question. Donc les problèmes que nous Les problèmes récurrents. qu'on observe, entre guillemets, dans les différents pays où on donne une assistance électorale sont liés surtout à ce qui sont les conflits électoraux qui surviennent surtout dans des contextes de différences d'opinion ou de perceptions sur l'enregistrement des électeurs et donc sur le fait qu'il y a beaucoup d'électeurs qui pourraient être tirés de leur droit de vote dans quelques régions et sur des questions de transmission et agrégation et proclamation des résultats. Bien entendu, ça c'est les deux points les plus importants d'un processus électoral et c'est extrêmement important au niveau assistance électorale, mais aussi observation électorale internationale et domestique, travailler sur ces questions dans un contexte d'apaiser les tensions et de la prévention des conflits électoraux, comme je disais, de notre parti, avec une méthodologie de médiation électorale. Et pour la deuxième question que vous avez posée, qu'est-ce qu'il faudrait, ça peut arriver à améliorer? Je crois qu'au niveau de l'Union européenne, il faut la féliciter, l'Union européenne et ses pays membres, parce qu'ils sont les champions de l'appui électoral, observation et assistance. Et quelque chose ça peut arriver à améliorer, c'est un peu les mécanismes. Si on veut des sélections des partenaires, des mises en œuvre, où on voit que dans des autres réalités, par exemple aux États-Unis, il y a un cadre de partenariat spécialisé qui regroupe les différentes organisations spécialisées dans l'assistance électorale et qui, de forme régulière, sont consultées pour pouvoir participer, en effet, à la mise en œuvre de ces projets. Ici, au niveau de l'Union européenne, c'est du cas par cas, pour des raisons très compréhensibles, où l'assistance électorale a un impact aussi politique. Mais je crois que ça peut arriver le moment venu de pouvoir considérer des réalités différentes comme celle des États-Unis que je venais d'évoquer. Charles Goerens, suite justement aux déclarations de M. Fabio Barghiacci, vous avez un avis à émettre? Je crois qu'à travers les réponses que vous venez de donner, on voit que l'opération électorale, c'est bien plus qu'une opération purement arithmétique. C'est un processus qui recueille plusieurs disciplines, qui s'étale dans le temps, qui s'observe dans le temps. C'est un processus lent et long, et il fait partie, donc il s'inscrit dans l'agenda qui nous guide dans notre politique de coopération, dans l'agenda du respect des objectifs du développement durable. La démocratie, le maintien de la démocratie, le développement de la démocratie en est un. La gouvernance qui est très étroitement liée à cela en est un. Et de ce point de vue, nous sommes tous logés à la même enseigne. Il n'y a pas, comme c'était encore le cas pour les objectifs du millénaire pour le développement, les pays en développement pour lesquels ils étaient destinés. Ici, nous sommes tous des pays en développement, tous. Parce que nous avons tous des expériences à pratiquer, des expériences à partager avec les autres, bien entendu. Le nouvel instrument de coopération, le NDICI Global Europe, dont j'étais l'un des co-rapporteurs, d'ailleurs, s'inscrit dans cette ligne. Nous avons un modèle européen que nous partageons, qui est générateur et protecteur de valeurs communes, qui ont fait leurs preuves après des expériences qui étaient tout sauf démocratiques. Nous avons donc une période qui va de 1945 à aujourd'hui, où nous avons pu développer la démocratie. Mais il y a des rechutes.
je parlais tout à l'heure, même chez nous, c'est très déplorable. Donc la démocratie n'est jamais acquise. D'où la pérennité des opérations d'assistance, qui est aussi une manière d'observer si dans le processus de développement d'un pays, il y a des éléments qui sont à l'opposé de ce que nous souhaitons pour le développement, ou si c'est le contraire. Donc il faut rester hyper alerte et très déterminé avec, bien entendu, une vision du monde qui doit tendre vers la démocratie. Malheureusement, le pendule va dans l'autre sens, mais ce n'est pas une raison pour désespérer. Au contraire, c'est une raison pour être encore plus déterminé. Monica Frassoni, vous avez peut-être aussi un avis à émettre par rapport à votre collaborateur? Évidemment, je ne peux qu'appuyer ce que, en fait, vous avez tous dit. Parce que je pense qu'il y a sûrement une concentration de la part de l'Union européenne sur les thèmes de l'assistance électorale et en général de la governance. Comme Fabio l'a dit, l'Union européenne est le numéro 1 de ce point de vue-là. Mais en même temps, on mesure les limites de ces instruments si, en absence, si vous voulez, d'une politique, ou plutôt plus qu'en absence, avec les difficultés d'une politique étrangère et de développement vraiment unitaire. Je pense qu'un des éléments les plus forts de l'Union européenne était justement l'effet d'être présente ou avoir une ambition d'être présente dans les camps de la coopération au développement, aussi dans le cadre du soutien à la governance aux élections, choix qui n'est pas facile du tout, justement parce qu'on en a parlé. Mais je pense que c'est une question qui est absolument relevante. D'ailleurs, je voulais dire que par rapport à d'autres régions du monde, l'Union européenne prend aussi quelques risques. D'ailleurs, l'Union européenne soutient aussi les Nations unies dans ce type de travail, même si nous pensons que l'Union en tant que telle doit avoir un rôle autant que l'Union européenne, parce qu'elle sait dire, notamment du point de vue de la governance et de la démocratie, des choses différentes. Je suis tout à fait d'accord quand on dit que la question de la démocratie est un processus à défendre un peu partout. D'ailleurs, moi, je suis italienne et ça m'est arrivé quelquefois de dire si on doit avoir les lois électorales ou alors les processus, plus que les processus, toutes les choses qui sont autour des élections, peut-être qu'il y aurait des choses à améliorer. Donc, je suis absolument d'accord à dire qu'il ne faut pas donner des leçons. Mais il faut absolument souligner l'importance et parce qu'ici on est en train de parler des choses concrètes. Quand on dit appui aux élections, ce qu'on veut dire, c'est que tous les jours, il y a des équipes qui travaillent à l'amélioration de la participation démocratique. Moi-même, je participe à des événements, notamment au Nigeria, mais pas seulement, à Madagascar, en Jordanie, où on avait réussi à faire des choses avec des femmes, avec des jeunes. Je rappelle vraiment des événements au Nigeria multitudinaires auxquels Fabio a participé, où, en effet, la question de la démocratie était mise comme un élément de joie, de liberté, des procédures propres, etc. Et donc des valeurs absolument positives au-delà de la lutte politique qui est autour de ça. Et donc, il me semble que tous ce genre de projets, il faut les regarder comme un élément de la politique étrangère européenne sur lequel peut-être sûrement on peut discuter sur son efficacité, mais là, c'est sûrement un success story de l'Union européenne et nous, autant que operational, si vous voulez, on est absolument content de pouvoir donner un coup de main dans cette histoire qui est très, très difficile et que, comme on le disait, devient de plus en plus dangereux dans le monde. D'ailleurs, là-dessus, je veux juste dire qu'il faut investir en pensant que la question de la démocratie et de la governance est au moins aussi important que les questions économiques et commerciales. Et il faut être naturellement cohérent
aussi chez nous. Et ça, je suis absolument d'accord. Il y a des États de l'Union européenne qui ont des graves problèmes de ce point de vue-là. Peut-être pas tellement du point de vue électoral, mais sûrement du point de vue du processus et de ce qui est autour du processus électoral et de la participation. Patrick, vous avez peut-être une question à poser à M. Charles Goerens? Bon, c'était plus. J'avais mes deux questions qui n'ont pas été. Oui. Dont je n'ai pas reçu les réponses. C'était par rapport au budget des caisses. Voilà. Oui, merci. C'est par rapport au le budget global et puis un budget pour une mission, par exemple, comme vous avez fait au Congo. Merci. C'est vrai, j'avais oublié tout à fait de vous répondre. Donc, en ce qui concerne les caisses, nous, on a été honoré de recevoir jusqu'à présent de l'Union européenne et des pays membres de l'Union européenne aux alentours de 107 millions d'euros. Et donc, c'est en moyenne, vu que les premières années, on était en train de se développer, mais c'est en moyenne de 15 millions d'euros l'année que l'Union européenne et ses pays membres nous confient pour mettre en œuvre des projets d'assistance électorale. Par contre, au niveau global, en sachant qu'il y a des autres acteurs très importants, comme les Nations Unies, IDEA, comme j'étais en train de mentionner, et des autres organisations, je crois, j'ai pas les derniers chiffres en tête, que l'Union européenne investit entre 80 et 120 millions d'euros l'année sur l'assistance électorale. Je souligne bien l'assistance électorale, parce que pour l'observation électorale, les choses sont un peu différentes. Il y a des contrats cadres très spécifiques où des prestataires et des opérateurs économiques font la logistique et l'appui opérationnel au déploiement des missions d'observation électorale à l'auteur de 50 millions d'euros l'année. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Donc, chaque année, on peut dire qu'entre 120 et 150 millions d'euros, dépendant des différentes priorités, sont investis par l'Union européenne dans l'observation et l'assistance électorale. Et si on fait bien les comptes, c'est plus d'1 milliard d'euros qui, dans les dernières 10 ans, ont été investis justement par l'Union européenne dans ce type d'activité. Et pour conclure, je soulignerai une fois de plus ce que M. Goerens et Mme Frassoni ont dit aussi, que c'est extrêmement important dans notre travail d'assistance électorale, mais aussi d'observation électorale, c'est le partage des connaissances, des expériences, surtout en essayant de faciliter le dialogue entre les pairs. Donc nous, on travaille beaucoup avec les différents réseaux des commissions électorales en Afrique et au Moyen-Orient. Et dernièrement aussi, on a eu l'honneur de signer un MOU, un Memorandum of Understanding, avec le département des affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine pour pouvoir justement collaborer dans l'intégrité et la prévention des violences électorales dans tous les continents africains. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui, d'accord, merci. Jean, il y avait une question. J'ai une petite question à poser. Voilà, ici, je suis d'accord avec vous que l'Europe n'a pas vocation à donner des leçons à d'autres pays, notamment des pays africains, en matière de démocratie. Bon, on est d'accord. Mais ici, au sein de l'Union européenne, vous avez pris des sanctions contre la Pologne, contre la Hongrie. Jusqu'aujourd'hui, l'argent prévu pour ces pays dans le cadre du plan européen de relance post-Covid-19 est bloqué. Parce que vous avez puni ces pays, vous êtes d'accord avec moi, mais pourquoi on ne peut pas faire la même démarche vis-à-vis des pays que vous aidez pour soutenir le processus électoral avec autant de millions d'argent, et comme ça, si quelque chose qui se passe, vous ne faites rien. Mais ici, vous prenez des sanctions. Ici, nous prenons des sanctions parce que nous le décidons nous-mêmes. Et les sanctions que nous prononçons à l'encontre de la Hongrie ou de la Pologne sont des sanctions qui ont une base juridique dans le traité, qui a été approuvé par toutes les démocraties européennes, qui a été approuvé soit par voie référendaire, soit au niveau d'une ratification. Chaque pays a, selon sa constitution, des voies différentes d'approbation de ces règles.
Pourquoi ne pas le pratiquer à l'extérieur? Je ne dirais pas qu'on ne le pratique pas. Il y a quand même une certaine conditionnalité. Dans l'ancien Fonds européen de développement, qui est venu à son terme tout récemment, il y avait un article qui permettait de constater une anomalie au niveau de la gouvernance, qui était de nature à prononcer des sanctions. Et je crois que c'était l'article 96 qui prévoyait un régime de sanctions. On l'a employé plusieurs fois, notamment à l'encontre du Niger, au lendemain d'un coup d'État particulièrement brutal. Là, on a suspendu l'aide, c'est-à-dire en pratique, ça fonctionnait comme suit. On continuait à finaliser les projets qui étaient en cours, mais on n'acceptait pas l'identification et la formulation de nouveaux projets. Donc, c'est une sanction réelle. Je crois qu'il ne faut pas en abuser. Il faut voir l'État, bien entendu, la situation dans un pays donné. Il faut aussi voir le mouvement, la tendance. Si la tendance est ascendante, on peut même, à un niveau plus bas de respect des règles, faire un pari sur l'avenir et on dit, voilà, ce pays est en voie d'amélioration. Cette arme de suspension de l'aide est une arme à manier avec prudence. Je crois qu'il ne faut pas en abuser. Il faut le faire de temps en temps pour garder sa fonction dissuasive. Et je dirais, il faut aussi emprunter des voies de coopération différentes. Dans un pays où vous n'avez pas de gouvernance, vous avez au contraire, je prends le Congo. Dans ce pays, le président de la République congolaise domine peut-être la sphère de Kinshasa. Mais à l'est de son pays, l'État est très peu présent. Est-ce une raison pour ne rien faire dans ce pays? Non, je dirais qu'il faudrait faire un deal avec le président et son gouvernement pour dire est-ce que vous acceptez que nous, en tant que partenariat qui normalement traitons d'État à État, on soit plus présent dans cette région, qu'on essaie de développer un peu la démocratie, qu'on essaie de développer des activités économiques, qu'on essaie de faire en sorte que cette région puisse fonctionner. Des zones spéciales, sous protection, bien entendu, du Congo, et aussi des forces internationales, parce qu'on va devoir être nombreux à concourir à cette expérience. Et puis, vous aurez là un petit îlot de gouvernance, et au fur et à mesure que ça se développe, on ne peut pas avoir seulement une seule région, plusieurs. Vous pourriez construire une démocratie de fait sur tous ces îlots, sur tous ces piliers de gouvernance. Je crois que c'est ça l'approche. Ce n'est pas parce que ça n'existe pas qu'il ne faut pas y réfléchir. Il faut le faire. Et il faut aussi trouver appui auprès de la société civile. D'ailleurs, dans les pays où vous avez le plus de problèmes pour ce qui est de la démocratie, vous avez une détérioration de la démocratie. La première chose que font les autorités en place pour éliminer la concurrence, c'est de rendre la vie difficile aux ONG. Tout ce qui est non gouvernemental est éliminé. Hein. On le voit même dans les pays européens, pas seulement de l'Union européenne, mais aussi en Russie. Hein. On voit que la démocratie, c'est quelque chose de très coriace. Mais quand vous êtes une fois sur le déclin, vous devez mobiliser toutes les forces du monde sans être sûr du résultat pour freiner ce déclin et pour repartir dans l'autre sens. Donc, encore une fois, soyons conscients de la fragilité et soyons conscients de la nécessité de nous entraider, parce que chacun a besoin de l'autre à un certain moment, surtout à une époque où les discussions, où les négociations entre tous les pays sont nécessaires sur la sécurité, sur la santé, sur le climat. Alors il vaut mieux faire ça dans un contexte où l'opinion publique se voit investie dans ce dialogue, où elle a un rôle participatif plutôt que de rester simple observateur. Merci beaucoup. Fabio, en Afrique et au Moyen-Orient, justement, parlons, les élections sont aussi perçues, donc génèrent de la violence. Et quels sont les éléments que vous conseillez, les dispositions à mettre en place justement quand on arrive justement à des conflits et à de la violence, hein, et même à des drames?
Bon, merci. Et d'abord, je voulais féliciter M. Goerens pour ce qu'il a évoqué, ce qui concerne l'utilisation des sanctions, aussi dans le contexte de l'arrêt des activités du développement, mais la continuation de ce qui était tout à fait humanitaire, qui a été utilisé justement l'article 96 dans plusieurs pays. Je me rappelle le Zimbabwe, je me rappelle le Madagascar et des autres. Niger et des autres pays. Bien entendu, maintenant, on est en train de travailler au Mali, où il y a une transition extrêmement complexe. Il y a des autres situations en Afrique qui sont similaires. Dernièrement, Guinée-Conakry, Tchad, Soudan, sont tous des pays où on a travaillé auparavant. On est en train de manifester notre intérêt pour amener notre expérience comparative au service de la coopération électorale entre l'Union européenne et les pays membres et les pays bénéficiaires en question qui ont déjà fait demande. La RDC, c'est un autre pays complexe, je dirais, dans ce contexte, vu ce qui s'est passé dans les élections précédentes. Et donc, pour nous, la voie principale à travailler, c'est le dialogue politique dans un contexte, justement, de médiation électorale. Quand on parle de médiation électorale, ce n'est pas seulement avoir des personnalités très importantes, très influentes dans le pays ou dans le contexte de l'Union européenne ou des pays bénéficiaires voisins, mais c'est surtout faire un travail à longue haleine, surtout pour développer toutes ces des capacités de leadership et gestion de conflits dans tous les acteurs électoraux. Donc nous, dans beaucoup de pays où on a travaillé, on a eu du succès, de bons résultats pour promouvoir le dialogue quand on a eu la possibilité de mettre en œuvre des formations et des échanges d'expérience avec tous les partis prenants. Et quand je parle des partis prenants, il y a, oui, la commission électorale qui organise les élections, mais il y a les partis politiques et les candidats en question, en sachant que partout dans le monde, les élections, c'est une compétition acharnée pour l'accès au pouvoir et donc aux ressources. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait cet acharnement qui doit rester dans des rails, des règles partagées et respectées. Et donc, quand je parlais des partis prenants électoraux, c'est justement pas seulement la commission électorale, mais on travaille avec les forces de sécurité qui ont la tâche de la sécurisation des élections et donc pour l'utilisation appropriée des monopoles de la violence qui doit être de l'État, justement, quelquefois appuyé par des organismes internationaux comme les Nations Unies. Mais c'est aussi important de travailler avec toutes les institutions de l'État qui s'occupent du contentieux électoral et justement dans un contexte de proclamation des résultats où souvent les manifestations de violence sont liées à la transmission, agrégation et proclamation des résultats. Et bien entendu, il y a un travail extrêmement important à faire avec la société civile en ce qui concerne l'éducation à la citoyenneté et l'éducation à la démocratie et pas seulement l'éducation, si on veut, spécifique électorale. Donc il y a un panoplie des activités qu'on peut mettre en œuvre pour justement contribuer à la prévention et mitigation des conflits électoraux. Okay. Bon, on arrive petit à petit à la fin de notre échange, de notre débat. Peut-être, Jean, tu as encore quelque chose à ajouter? Mais je trouve que le débat était riche Oui. en informations, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Il lui a aussi apporté beaucoup d'éléments par rapport à son organisation, madame aussi. Maintenant, voilà, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de continuer à faire ce que vous faites pour soutenir les processus électoraux en Afrique. Et surtout, on n'a pas évoqué ici le rôle parfois négatif joué par les commissions électorales nationales. Je crois que on aura sûrement l'occasion. Les États devaient avoir cette... On va arrêter, donc on aura sûrement l'occasion de continuer dans la prochaine émission. On va laisser le mot de la fin à M. Charles Goerens. Eh bien, je crois que nous sommes tous unanimes à reconnaître le besoin
non pas de développer, mais de donner à chacun la chance de se développer. On n'est plus à l'ère paternaliste où on dit l'un dit ce que doit faire l'autre. Non, nous avons tous les mêmes défis. Nous avons tous un sens de notre fragilité et nous avons tous un devoir de la surmonter. Et même s'il est difficile parfois de discuter avec quelqu'un, soyons conscients du fait qu'il y a 3 domaines dans lesquels on ne peut pas se soustraire à la coopération. C'est le climat, la santé, la sécurité. Qu'est-ce qui reste comme thème qu'on ne peut pas aborder? Donc nous sommes condamnés à améliorer à travers l'instrument que nous venons de discuter, le climat dans lequel il est permis d'oser ou d'espérer un résultat tant soit peu satisfaisant à une époque où tout nous invite à concourir, non pas à multiplier les clivages, mais à améliorer et à explorer les voies de la coopération. Parce que le temps qui est devant nous devient de plus en plus court, les échéances qui sont devant nous sont d'une gravité telle que nous n'avons plus une seconde à perdre. Merci. Mais au plaisir de vous revoir tous dans une autre émission Africa Europa. Merci, à bientôt.